Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Ils sont maintenus au perchoir, les deux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale. La réélection de Marcel Nyadji-Fendi et de Kavaye Gueye-Djibril est à vivre dès l'entame de ce journal. Ils sont maintenus sous pression, les clients au test Covid. Ils n'ont pas toujours accès aux services réservés à quelques 300 patients au maximum par jour. Lumière sur un rationnement contradictoire dans ce 20h30. Et puis, eux également maintenus sous bonne garde judiciaire, les 15 élèves interpellés, dont 5 déférés devant le procureur du tribunal de première instance des Kounou. Ils sont accusés de déviance sexuelle en bande organisée et détournement de mineurs. Enquête sur cette grave affaire de mineurs et de mœurs à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. C'était un point inscrit d'office à l'ordre du jour de cette première session législative 2021. L'élection du bureau des deux chambres du Parlement est effective depuis ce jeudi. Au Sénat, le seul candidat en lice, Marcel Nyadji-Fendi, a été réélu, tout comme le premier vice-président Aboubakar Abdoulaye et la plupart des membres de ce bureau. Des sénateurs qui optent donc globalement, en dehors d'un cas du SDF, pour la stabilité et la continuité. Mathieu Kemgo. La surprise qu'espéraient certains observateurs n'a pas eu lieu. Par sa simple présence au sein de l'hémicycle, Marcel Nyadji-Fendi a tué le suspense et le président du groupe parlementaire RDPC au Sénat, Calvin Zan-Oyono, a mis fin aux supputations en annonçant le président sortant comme candidat à sa propre succession. Unique prétendant à ce poste, Marcel Nyadji-Fendi est élu par 85 voix sur les 93 votants, dont 8 bulletins nuls. Le sénateur Victor Moukete, doyen d'âge qui conduisait les travaux, cède son fauteuil au président nouvellement élu. Marcel Nyadji-Fendi dit sa reconnaissance au président Paul Biya, président national de son parti, le RDPC, pour la confiance renouvelée. Il conduit la suite du processus avec l'élection du premier vice-président du Sénat. Le sénateur Aboubakari Abdoulaye est reconduit à ce poste avec 92 voix sur 93 votants. La petite surprise de la journée est venue de l'élection au scrutin de liste des 4 vice-présidents. Ici, le sénateur SDF, Vanigan Saint-Mochigel, remplace Kenze Emilia, toujours du SDF. Les 3 questeurs et 8 secrétaires sont tous reconduits. Un bureau qui reflète la configuration politique de la Chambre haute du Parlement. Le président Marcel Nyadji-Fendi invite tous les membres du bureau à mériter la confiance placée en eux et à œuvrer pour le développement du Cameroun et la préservation de l'unité et l'intégrité du territoire. Même stabilité à l'Assemblée nationale, Kavaye Gueye-Djibril reste au perchoir. Le député RDPC du Mayo-Sava a été réélu au cours d'une séance plénière présidée ce jeudi par la doyenne d'âge Laurentine Mbédé. Également reconduit le premier vice-président Hilarion Eton et certains autres membres du bureau définitif de cette chambre basse du Parlement. Pulchéri Até. Au total, 23 membres du bureau avec à la tête le très honorable Kavaye Gueye-Djibril, réélu par 147 voix sur 162 votants. L'honorable Hilarion Eton garde son fauteuil de premier vice-président, de même que les 5 vice-présidents, 4 questeurs et 12 secrétaires. Ma profonde gratitude, je l'adresse humblement
et avec déférence à son Excellence M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État et président national de mon parti. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale ainsi constitué permet de poursuivre sereinement les délibérations et autres travaux de la session ordinaire en cours. Je dis merci à Dieu d'abord et aussi je dis merci au chef de l'État qui m'a investi. Ça c'est mon 12e année que je vais servir. Comme d'habitude, j'apporterai tout mon concours pour faire en sorte que la direction de notre institution puisse être faite de façon éclairée. Prenons acte de la reconduction et puis nous souhaitons que le travail du bureau se fera beaucoup plus dynamique. Tout est bien qui finit bien. Des lauriers pour la mission d'assistance humanitaire du Cameroun en Guinée équatoriale, c'est la satisfaction du représentant et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, exprimée ce jeudi au Premier ministre chef du gouvernement. François Lungseni Fall a dit son appréciation à Joseph Dione Ngouté pour ce beau geste empreint d'humanisme du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et au cours de cette même audience, les deux hommes ont passé en revue la situation sanitaire et sécuritaire en Afrique centrale. Reportage à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono. Situation sanitaire, sécuritaire et humanitaire au Cameroun et par extension dans la sous-région Afrique centrale, rien n'a échappé aux échanges de ce jeudi à l'immeuble Étoile entre le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté et son hôte du jour. La région est confrontée à plusieurs défis. Le défi sanitaire. Nous avons aussi parlé de la crise humanitaire sur des zones comme l'extrême nord. Et parlant de la question sécuritaire, bien sûr que nous avons parlé de nos eaux dans le nord-ouest et le sud-ouest. Sur l'assistance humanitaire apportée par le chef de l'État Paul Biya à son frère et voisin, le président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Mbazogo, suite au sinistre qui vient de frapper la ville de Bata. Nous avons pris très bonne note du geste humanitaire du président Paul Biya à l'égard de son frère et ami, le président de Guinée équatoriale, à l'égard du peuple de Guinée équatoriale, qui est un peuple voisin du Cameroun. Et nous pouvons témoigner de l'apport du Cameroun justement à cette triste occasion. Autre sujet évoqué, le décès en fonction du ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le monde islamique. Prenait part à cette audience Mathias Nab, coordonnateur résident du système onusien au Cameroun. Le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, qui présidait également ce jeudi la réunion hebdomadaire d'évaluation de la riposte gouvernementale contre la pandémie du Covid-19, on retient de l'exposé du ministre de la Santé publique que la situation épidémiologique se stabilise progressivement à travers le territoire national. Une fois de plus, Laurentine Bokono à l'immeuble Étoile. À l'auditorium des services du Premier ministre ce jeudi, 3 prises de parole. Le ministre de la Santé pour présenter la situation épidémiologique actualisée. Elle est stable, relève-t-il? Nous gardons le même taux de létalité à 1,5 et puis nous sommes descendus un tout petit peu en ce qui concerne le taux de sévérité qui est aujourd'hui à 1,4%. Toutefois, il y a lieu d'appeler à plus de vigilance sur les circonstances des décès enregistrés. Tous ne sont pas dus à la pandémie du coronavirus. Les décès Covid sont connus parce qu'on a fait un test Covid. Donc nous devons comprendre que nous continuons à mourir d'autres choses. Il est hors de question que tout décès en communauté dont on n'a pas élucidé les causes, on les attribue au Covid. Non, ça ne devrait pas être le cas. Autre prise de parole, celle du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, et celle du secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, Galax Yves Landry-Toga. L'un et l'autre ont fait le point sur le respect des mesures barrières dans les lieux publics pour observer qu'il y a comme un regain de prise de conscience.
Et voilà qui conduit à l'enquête du soir, direction les sites de testing Covid agréés à Yaoundé. Malgré la forte demande au sein de la population, il est quasiment impossible de réaliser aujourd'hui plus de 300 tests par jour. Un rationnement qui plonge patients réels et potentiels dans un désarroi profond. Éclairage des autorités sanitaires sur cette limitation, c'est dans cette enquête que signe Irène Njanafouda. C'est fini pour aujourd'hui. Venez demain matin. La chance de se faire tester ne sourit pas à toutes ces personnes qui repartent sans savoir si le coronavirus vit en elles. C'est très embarrassant parce qu'on nous a dit qu'il y avait des tests disponibles en permanence. Mais quand on arrive et qu'on nous renvoie, ça devient quand même difficile. La demande reste supérieure à l'offre du moment où il y a un quota et des horaires à respecter. Quand on épuise les 450, avant 12 heures, on continue de prélever. Si on a excédé 12 heures, 13 heures, on est obligé d'arrêter pour déposer les échantillons au laboratoire. L'équipe reste mobilisée même si les échantillons se font rares au-delà d'une certaine heure. Mais le gouvernement ne voit pas venir la rupture des stocks. Nous avons constaté qu'il y a une tension de stock. Mais parlant de rupture, il n'y a pas de rupture. Les dispositions sont prises pour ne pas briser la chaîne d'approvisionnement. En réalité, notre stock est remonté aujourd'hui à 60 000 TDR. Ces 50 000 nous permet de tenir jusqu'à ce que la commande de 400 000 TDR, qui devrait arriver cette semaine, mais au regard d'un certain nombre de contraintes avec la BEAC, vont arriver la semaine prochaine. La pression monte à cause de ces prélèvements nasaux remis à demain qui est un autre jour. Pourvu que quiconque ne trouve malheur en chemin, faute de tests. Et on ne le souhaite pas du tout. Heureusement, il n'y a aucun engorgement au niveau des aéroports. Le dispositif déployé pour filtrer les entrées et les sorties au sein du territoire national semble fonctionner à merveille. Les passagers doivent passer par 4 checkpoints avec test PCR livré en moins d'un quart d'heure, prise de paramètres et désinfection des bagages. Voyage au cœur d'un dispositif plutôt bien huilé, c'est avec le guide Cyril Kingembepe. À Yaoundé, tout atterrissage enclenche le dispositif de veille contre le Covid. Première escale, les paramètres. Au sol, le marquage est renouvelé, la file bien suivie. Chaque passager est installé dans la loge de sa catégorie pour des tests de confirmation. Un système qui est mis sur pied déjà pour nous désinfecter et scanner à distance. Après, il y a le test et on a le résultat après 15 minutes. Au bas de la passerelle, les bagages font leur check-in sanitaire. Leurs propriétaires, après cette autre escale obligatoire, viennent les récupérer. À l'arrivée, on nous accueille, on passe directement au test et dès que c'est négatif, on vous fait sortir. Donc c'est déjà très bon aussi à Yaoundé. Voici déjà le protocole d'accueil qui est très très performant. Donc les mesures sanitaires sont très bien respectées. L'autorité aéronautique confirme cette volonté des pouvoirs publics. Les mesures gouvernementales édictées par le Premier ministre restent d'actualité, avec en plus à l'arrivée la réalisation des tests systématiques pour tous les passagers au débarquement et en plus une exigence des résultats de tests de Covid-19 pour tous les passagers au départ. Des aéroports plus sûrs, c'est une obligation aux ADC où l'on procède grâce au ministère de la Santé publique au testing du personnel. L'enquête du 20h30 ce soir sur les traces de ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire de mœurs d'Ekounou. Vendredi dernier, 15 élèves, garçons et filles, de 4 lycées de l'arrondissement de Yaoundé 4e sont soupçonnés de déviance sexuelle en bande organisée. Ils ont été interpellés par la police dans un domicile du quartier Ekié, dans cet arrondissement. Ils avaient été dénoncés par des voisins témoins d'étranges va-et-vient des balais depuis plusieurs mois maintenant. 7 d'entre eux ont été déférés au parquet de première instance d'Ekounou. Ils sont entre autres suspectés et non accusés, comme je l'ai dit tout à l'heure, suspectés de corruption et de détournement de mineurs. Le fil de l'histoire, Oswald Medon.
L'anonymat dans lequel se trouvait ce bloc du quartier qui à Yaoundé n'est plus qu'un lointain souvenir. La faute à cette affaire de mœurs qui défraie la chronique depuis une semaine déjà. Les riverains n'en reviennent toujours pas. Il est inadmissible qu'aux heures de classe, les enfants ne faisaient que défiler parce que c'est là où ils descendaient sur des motos de multiples établissements, tenues confondues. Il y a une série de 3 toits sur les motos, filles comme garçons. Ils entraient dans ce domicile. On a même saisi ces enfants, mes enfants, qu'est-ce que vous faites comme ça? Ça les a galvanisés même pour poursuivre leur action. Au fur et à mesure, ça prenait de l'ampleur. Le nombre commençait à s'élever. Ils partaient de 15 à 20. Il fut un jour, ils sont sortis là à 19h. Le loup était plutôt bien caché dans la bergerie, tout comme ses acolytes, pensionnaires de 2 autres collèges des environs. Avec ce jour-là, 8 filles de la même classe de Form 5 du lycée bilingue des Kounou, dont le sort est presque connu, malgré un conseil de discipline extraordinaire en cours au moment de notre passage. Nous fonctionnons avec nos Bibles, qui n'est autre chose que le règlement intérieur de l'établissement. Et de tels actes vont nous pousser tout simplement à ficher ces élèves et aller mettre hors du campus du lycée bilingue des Kounou. Appréhendés par les éléments du commissariat du 14e arrondissement, les mises en cause y seront auditionnées en présence de leurs parents. Les 8 filles reconnues mineures sont alors mises en liberté sous garant. Les garçons, quant à eux, tous majeurs, ont été déférés devant la juridiction compétente qui pour le moment ne souhaite pas s'exprimer. Toutefois, une source nous confie que les chefs d'accusation vont de la détention et consommation illicite de drogue au détournement et corruption de mineurs, en passant par le défaut de carte nationale d'identité. La procédure qui en est à l'information judiciaire y suit son cours normal. Et c'est désormais clair pour la communauté éducative nationale, la ligne rouge est totalement franchie. Et plus grave encore, si c'était possible, des élèves qui tuent et qui assassinent à l'école. Dans la série Violence dans les campus scolaires, on avait franchi le Rubicon le 14 janvier 2020. Rappelez-vous, Maurice Ndjoni Tchakounté, ce jeune enseignant de mathématiques, avait alors perdu la vie dans une altercation violente avec un de ses élèves du lycée bilingue de Nkolbison. 1 an plus tard, nous retournons sur les lieux de ce drame pour voir comment élèves et professeurs reprennent le dessus. La vie après la mort en Nkolbison, c'est un grand reportage de Serge Atangana-Bisson. C'est un lycée ordinaire des temps Covid-19 sous nos yeux. Durant la mi-journée, le branle-bas naturel des élèves en mode mi-temps. Ceux qui arrivent ne doivent surtout pas tomber le masque. Le premier principe, c'est d'avoir le masque. Le deuxième principe, une fouille systématique à l'entrée. Et on vous flash pour voir la température. Ce lycée a bien pensé ses plaies. Il y a 1 an, un enseignant y a perdu la vie dans un duel stupide. Conflit, formateur formé. On a resserré la vigilance, on a augmenté le nombre de surveillants du secteur. Et nous sommes passés de 7 à 9. On a également augmenté en termes de surveillants généraux. Nous sommes passés également de 7 à 9. Et le personnel administratif fait la ronde régulièrement. Et on fait les fouilles systématiques dans les salles de classe. Nos enfants sont devenus très sensibles. Lorsqu'on sent qu'ils deviennent agités, il y a des mesures à prendre. On signale d'abord aux surveillants de secteur qui se tiennent prêts. Et donc, si l'enfant se montre un peu plus agité que ça, il faut appeler un renfort. On ne s'éloigne pas totalement d'eux, mais on ne s'en approche pas trop quand ça commence à s'agiter. Tablettes de médicaments, bouteilles d'eau et même les goûters sont désormais exfiltrés. Un mur d'enceinte a également définitivement isolé l'espace campus du quartier environnant. Le proviseur de son bureau a des yeux d'aigle sur la place entière pour ne plus que la riposte ne s'organise trop tard. La suite du journal et le conseil d'administration du BIT, le Bureau international du travail, qui tenait sa 341e session par visioconférence depuis le 15 mars. Ces travaux vont s'achever le samedi 27 mars. Ce jeudi, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, s'est exprimé au nom du groupe africain sur les entreprises multinationales et la politique sociale. La synthèse de ces travaux, Alvin Giselze.
C'est la Voix du Cameroun qui a fait le point sur les activités de promotion des entreprises de multinationales et la politique sociale. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, porte-parole du groupe africain, a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du Centre international de formation de l'OIT à Turin pour les actions en faveur de la déclaration des principes tripartites sur les entreprises multinationales. Grâce à toutes ces actions combinées, de nombreux pays s'emploient désormais à promouvoir la déclaration et à appliquer les principes y énoncés, surtout dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Les membres du conseil d'administration du BIT ont par ailleurs abordé les questions relatives à la stratégie de l'OIT pour la coopération et le développement et examiné le budget de l'institution pour l'exercice 2022-2023. L'absence de réunion en présentiel pour cause de coronavirus a permis à l'OIT de réaliser des économies de plus de 9,27 millions de dollars. De l'argent frais qui sera réaffecté à la riposte de l'OIT à la pandémie de coronavirus. Les travaux s'achèvent le samedi 27 mars prochain. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun annonce une offre de formation de qualité pour 360 jeunes Camerounais dans les domaines de l'agroalimentaire et de la mécanique auto. Christophe Eken est allé faire cette offre au ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Tiroma Bakari, au cours d'une audience. Je vous propose les projections du président de cette chambre consulaire dans un extrait sélectionné par Salomé Nchamaona, stagiaire. Nous sommes venus pour présenter un programme qui s'appelle Archipelago. C'est un programme qui a été mis au point par l'Union européenne pour un certain nombre de pays africains, dont le Cameroun, afin de participer à la formation des jeunes. Doté d'une valeur de près de 15 millions d'euros, c'est-à-dire près de 10 milliards de francs CFA, avec l'appui du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, nous avons sélectionné 360 jeunes au Cameroun qui vont recevoir la formation dans deux domaines bien précis, la mécanique, auto et puis l'agro-industrie. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Le point de la riposte nationale contre le Covid-19 de direction la région du Nord qui n'est plus du tout à l'abri du Covid-19. De nombreux patients sont en ce moment même en soins intensifs dans les hôpitaux de la capitale régionale par exemple. Évariste Eyenga, notre reporter et envoyé spécial, est allé voir comment s'effectue la prise en charge là-bas. Nous le retrouvons en compagnie de son invité à l'hôpital régional de Garoua. Bonsoir Garoua, bonsoir Évariste. Bonsoir. L'hôpital régional de Garoua et le système de gestion de l'incident dans cette région nous ouvrent leurs portes pour toucher du doigt la prise en charge hospitalière. Le docteur Bilogui Ndjessa Willy est notre invité ce soir. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Varys. Et merci de nous avoir ouvert vos portes. On va parler de la prise en charge Covid-19 dans la région de Garoua. Dites-nous, dans le contexte de résurgence, qu'est-ce qui a changé? Comment se passe la prise en charge? Bon, dans le contexte de résurgence, on va dire qu'on a redoublé les mesures parce qu'il y avait un système qui était mis sur pied, mais on a effectivement constaté un relâchement des mesures barrières avec le nombre de cas qui augmentait. Au niveau du poste de dépistage fixe à l'entrée de l'hôpital, nous sommes passés de 3 à 4 cas asymptomatiques par jour à environ 8 à 10 cas. Et pour ce qui est des cas hospitalisés, nous avons de plus en plus de cas sévères. C'est vrai que la plupart, parfois ils sont référés parce que nous sommes l'unité de prise en charge au niveau régional, le service de réanimation médicale. Donc on a des patients qui nous sont référés de Poli, on a des patients et de tous les zones environnantes. Est-ce qu'il arrive que vous perdiez certaines vies ou alors?
Oui, il peut arriver qu'on en a perdu certains. Parfois, c'est parce qu'ils arrivent un peu tard. Et lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, ils ont à peine 24 heures et décèdent. C'est-à-dire, le temps, parfois, ils restent à la maison. C'est quand ça ne va pas, lorsqu'on sent que le patient a déjà en détresse respiratoire, c'est là qu'on l'amène. Le temps qu'on toute l'équipe se mette en place et qu'on le protocole de prise en charge et tout, malgré les mesures d'oxygénothérapie, malheureusement, on les perd souvent à cause de cela. Merci à vous, Dr Bilogui. Je rappelle que vous êtes aussi anesthésiste, animateur. Vous l'avez noté, la secousse est moindre, malgré le contexte de résurgence dans cette région sanitaire qui a la réputation d'être calme généralement. Néanmoins, on a ressenti la résurgence. Merci Évariste, merci à votre invité, anesthésiste réanimateur. Merci pour ces éclairages. Le dossier des régions ce jeudi, beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier avec la crise de l'électricité qui soumet la région de l'extrême nord à l'épreuve des délestages depuis la saison sèche, une saison marquée par des températures très élevées. Du coup, le service électrique a été très perturbé dans la ville de Maroua et dans les autres localités, des rationnements consécutifs à la réduction de la production à la centrale électrique de Lagdo et qui impactent aujourd'hui le quotidien des populations et les activités économiques. Abdoulaziz Amadou est à Maroua. Le visage de Maroua à 20h. Ici, les populations ont depuis quelques jours entre 13 et 16 heures d'obscurité sur les 24 heures de la journée. Dans cette cité universitaire, les étudiants broient du noir. Ça perturbe vraiment nos études, mais vraiment c'est très compliqué. On n'arrive pas à charger les portables, les ordinateurs, on ne sait pas à quel moment la lumière va revenir. Cette situation, accentuée ces dernières semaines par le retour de la canicule, affecte aussi le secteur de l'eau. Dans les débits de boissons et poissonneries, tout tourne au ralenti et le manque à gagner est énorme. Quand on met la bière, ce n'est pas glacé. Quand on sait, le client part dit que non, je ne peux pas boire la bière qui n'est pas glacée. Comme ça, on paie les clients. Ça nous embête tellement parce qu'on a eu beaucoup de pertes. À la radio, c'est le blackout. Les auditeurs sont privés de toutes les éditions d'information régionales, nationales et internationales entre 13h et 20h. L'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique indique que cette perturbation est consécutive à la limitation de la production de la centrale de Lagdo, causée par une hydraulicité particulièrement basse depuis le mois d'août 2020. Et on espère au moins que Maroua nous suit en direct du journal ce soir pour pallier ce déficit de production de l'énergie électrique dans la région de l'extrême nord. Les pouvoirs publics annoncent la construction d'une centrale solaire. Mais en attendant, les populations développent des solutions palliatives, de l'acquisition des kits solaires à l'achat des groupes électrogènes. Description de tout cela avec Lionel Mingué à Maroua. C'est sur ce site localisé dans l'arrondissement de Maroua 2e que les pouvoirs publics prévoient la construction d'une centrale solaire. L'initiative permettra d'équilibrer l'offre énergétique dans la région de l'extrême nord. Les dispositions sont en train d'être prises pour que courant 2021, que les travaux commencent effectivement. Cette solution par le solaire est aussi privilégiée au quotidien par les populations face aux coupures intempestives du courant électrique. Les familles sollicitent beaucoup plus des kits d'éclairage, des kits ventilateurs parce qu'il fait déjà chaud. Donc on en demande des kits congélateurs accompagnés des panneaux solaires. Pour les propriétaires des bars, poissonneries et autres espaces marchands, l'achat des groupes électrogènes semble plus approprié comme solution. On a essayé de payer un petit groupe pour nous débrouiller, mais ça nous coûte beaucoup. Trop cher parce qu'on paie les carburants, chaque minute on paie les carburants. Et des fois quand la lumière ne rentre pas, j'essaie d'acheter la bougie, je mets ici, j'étudie. Que ce soit les kits solaires ou les groupes électrogènes, les coûts parfois inaccessibles à toutes les bourses amènent les populations de l'extrême nord à tourner une fois de plus leur regard vers les autorités compétentes. Et on souhaite que ça aille beaucoup mieux là-bas à Maroua. Voici une édition spéciale du magazine BTP Afrique en kiosque à Yaoundé et à travers le territoire. En vitrine, le Cameroun présenté dans ses différentes batailles de cette année terrible 2020.
La lutte contre l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la riposte anti-Covid et ses conséquences économiques. Le journal de Pierre Kwame et Kwane consacre aussi des pages aux acteurs de la scène politique avec en tête le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Note de lecture, Franck Evina. Sur 226 pages, en quadrichromie, le Cameroun tel qu'il se porte. L'édition spéciale du magazine BTP Afrique est une fenêtre ouverte sur la vie de la nation et son guide éclairé, Paul Biya, présenté comme le maître des horloges. Cette méthode dans un pays bouillonnant comme le nôtre, où il ne faut pas toujours se fier à l'écume du jour, mais à la lame de fond, il est important d'avoir un chef qui sache prendre du recul pour analyser, décider et orienter. Ceux qui accompagnent le chef de l'État dans sa mission de bâtisseur sont aussi en vitrine. Ce sont des grosses pointures intellectuelles qui pilotent l'action politique, économique, sociale et même infrastructurelle dans nos pays. Un gouvernement au cœur de la lutte anti-Covid-19 avec clairvoyance, prudence et efficacité. Le corona impacte les secteurs du BTP sur le plan opérationnel sur les chantiers parce que les effectifs ont été réduits, beaucoup d'aspects sont au ralenti à cause du coronavirus. Dans sa vision éditoriale, BTP Afrique promène aussi le lecteur au cœur de la concurrence médiatique avec une CRTV en pleine mutation. Mention spéciale pour la première dame du Cameroun, Chantal Biya, toute une vie dans l'humanitaire. La culture nationale célébrée à l'Institut africain d'informatique IAI Cameroun. L'IAI qui organisait hier mercredi la journée de l'intégration nationale, une initiative des étudiants, occasion de passer en revue les 4 aires culturelles à travers un défilé de mode et des spécialités culinaires de nos terroirs. Le représentant résident Armand Claude Abanda a accompagné cette célébration du riche héritage culturel national. Barbara Padjama. Les pères peuvent s'asseoir tranquilles devant les enfants à l'œuvre. À l'IAI Cameroun, on va au-delà de l'apprentissage des nouvelles technologies. Les étudiants ont démontré leurs acquis patrimoniaux et leur maître leur a attribué une note de l'intégration nationale. L'union des cultures est une force pour notre pays. Et maintenant, lorsque vous associez l'union des cultures, l'union des savoirs, l'union des savoir-faire, l'union des technologies, c'est une bombe. Ils ont vanté le Cameroun profond sur l'estrade de l'Afrique. Les 4 aires culturelles y sont passées en 5 ans. Aujourd'hui et demain, ça appartient à la jeunesse que nous sommes, en nous rappelant dans la fierté de notre appartenance culturelle. C'est une Afrique en miniature qu'a servi là l'IAI. À travers les défilés de danse et les défilés de mode et les groupes de danse, nous avons vu que rien n'est en reste, la jeunesse suit le pas. Un moment de délectation pour les convives qui ont parcouru en une journée un héritage culinaire et vestimentaire. L'église qui prie pour la paix et l'unité au Cameroun, la ville de Yaoundé abrite depuis hier 17 mars et jusqu'à ce prochain samedi 20 mars l'édition 2021 du sommet national de prière. Le prophète Issa El Bouba, de nationalité nigériane, l'un des orateurs conviés à ce grand rendez-vous de toutes les églises et de tous les citoyens camerounais, était accueilli hier mercredi soir à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Des moments vécu par Michel Renaud Ohanja, notre reporter. Face au contexte sanitaire et sécuritaire que connaît le Cameroun, le sommet national de prière, organisé du 17 au 20 mars par la triomphante Fête Ministries International, permettra aux fidèles de cette obédience chrétienne de confier le Cameroun au Christ. Le prophète Issa El Bouba, de nationalité nigériane, l'un des prédicateurs accueillis ce mercredi à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, salue la foi du peuple camerounais. D'ailleurs, nombreuses articulations vont meubler ce sommet de prière. Pour que nous puissions dominer, vaincre ces pandémies et la crise que connaît le Cameroun, la crise dans notre pays, on a besoin de beaucoup de prières. Et nous, les hommes de Dieu au Cameroun, nous prions, mais nous reconnaissons aussi qu'il y a des grâces que Dieu a données à certains serviteurs que nous n'avons pas ici. Alors, nous avons pu inviter cet homme à cause de la grâce, une grâce unique qu'il a. L'hôte du Cameroun
salue par ailleurs l'accueil qui lui a été réservé et le sens d'hospitalité du Cameroun. Et avant de refermer ce journal, je signale ces 3 télégrammes officiels du président de la République, son Excellence Paul Biya. D'abord, ces 2 courriers de condoléances adressés pour le premier à son Excellence Samia Suluhu Hassan, la présidente de la République unie de Tanzanie, pour le décès du président John Pombe Magufuli. Le second courrier du président de la République s'adresse au président Mohamed Bazoum de la République du Niger, à qui le chef de l'État présente des condoléances suite au bilan très élevé des victimes des attentats survenus dans la localité de Bani Bango au Niger. Et le troisième message présidentiel, c'est un message de félicitations à M. Patrice Motsepe, le président élu de la Confédération africaine de football CAF, à la faveur donc de son élection à la tête de l'instance fêtière du football africain. Et c'est la fin du 20h30. On retient essentiellement la réélection à la tête du Sénat de Marcel Niat Ndifendi et à la tête de l'Assemblée nationale de Kavaye Yegye Djibril, les 2 présidents des 2 chambres réélus ce jeudi. Et la suite des travaux à l'Assemblée nationale et au Sénat, ce sera dans nos prochaines éditions. La fin du 20h30, donc, préparée avec la collaboration de Étienne Pascal Azegueux, Augusta Ngononga, et vous aurez un autre journal à minuit tout à l'heure, présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Après ce journal, retrouvez le magazine des hommes et des vies pour les éditions du 20h30 du week-end à partir de demain vendredi. Vous serez en compagnie de Lucrèce Mebenga. Excellent début de week-end d'avance et à lundi 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.